Ben, vous regardez dehors, il fait beau et cette itinérance invisible, parce qu'il fait froid l'hiver, les gens vont se réfugier là où ils peuvent, mais donc sont moins voyants. Cette itinérance va nous sauter au visage. Déjà, ça a commencé. Beaucoup de gens m'ont écrit d'ailleurs là-dessus. Ils me disent, il faut que vous parliez de ça. Là. Comment ça se fait qu'il y a toujours plus d'itinérance? Comment ça se fait que les gens sont le plus intoxiqués que jamais? C'est un peu le sentiment qu'on a. Et c'est vrai que un certain moment, au cours des dernières années, on avait l'impression que c'était vraiment localisé dans un secteur de Montréal. Et là, il y a des gens qui vont me dire, à Rosemont, petit quartier à Villeray, nommé le quartier de Montréal, puis il y a des itinérants. Ça a même dépassé la situation de Montréal. Maintenant, toutes les villes du Québec ont cet enjeu très criant d'itinérance, directement relié à la crise du logement, mais pas seulement. On vit une crise sociale. On vient d'en parler, là. On manque d'argent, on lésine sur les services publics. Résultat, ben, il y a des gens qui se ramassent dans la rue. Et j'en profite pour le dire. Puis je pense que mon invité va être d'accord. Il n'y a personne qui est à l'abri d'une bad luck dans la vie, puis il n'y a personne qui est à l'abri de se ramasser là. Moi, j'ai rencontré des itinérants qui ont déjà eu des jobs, qui ont déjà payé de l'impôt. Jean-Sébastien Fallu est avec moi. Il est spécialiste en dépendance. Il est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être là, Jean-Sébastien. Merci de l'invitation. J'avais envie qu'on voit avec toi. On se connaît depuis longtemps. C'est un sujet récurrent, toujours un peu à la même période. On se dit, bon, est-ce que cet été va être pire que celui de l'année d'avant? On sait qu'on a eu énormément de cas de surdose. C'est excessivement inquiétant. On se rappelle l'histoire même du jeune Mathis Boivin, il y a 2 ans à 15 ans, qui essayait une drogue de synthèse. Fait que ça dépasse même la question de l'itinérance. Et aujourd'hui, partout, toutes les couches de la société, tout âge confondu. Comment tu vois l'été qui s'en vient? Je le vois assez négativement. J'appréhende l'été parce que, déjà, la période de l'été, c'est toujours une période où les surdoses, là, dans les statistiques, bon an, mal an, augmentent pour toutes sortes de raisons. Là. Il y a des fluctuations annuelles, mais les gens sont dehors, puis il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais au Québec, on est encore dans une augmentation des surdoses. Ailleurs, dans d'autres juridictions, Colombie-Britannique, Ontario, même plusieurs États américains, on a vu une baisse. C'est pas quelque chose, je pense, qu'il faut nécessairement trop se réjouir. Ça reste très élevé. Les raisons pourquoi ça baisse, je veux dire, c'est toujours une bonne chose que ça baisse, mais ça peut remonter. C'est peut-être le marché qui change. En Ontario puis en Alberta, entre autres? Ouais. Oui, puis même ici, on voit un peu moins de fentanyl, plus de benzo, des effets plus longs, aussi des changements dans les pratiques. Les gens fument plutôt que s'injectent. Il y a toutes sortes. Aussi, évidemment, c'est lié peut-être à l'accessibilité de certains services. Là, on voit qu'il y a une corrélation. Mais tu dis au Québec, on n'a pas de baisse. Au Québec, on n'a pas de baisse. C'est sûr que les chiffres, toujours, il faut attendre que les coronaires finissent les enquêtes et tout. Là, il y a des ajustements, mais dans les derniers mois, on voit encore une augmentation au Québec. Au Québec. Mais en Ontario, ça baisse un peu. Ça a baissé un peu. Comment on peut expliquer que chez nous, au Québec, on n'arrive pas à circonscrire ce qu'on a nommé la crise des opioïdes, mais qu'on pourrait plutôt dire crise des substances contaminées parce que on sait crise du marché non régulé. Voilà, on peut dire ça aussi. Oui. Mais comment ça se fait que donc chez nous, ça continue d'augmenter? Puis là, tu dis l'été risque d'être encore pire que celui de l'année d'avant, alors qu'en Ontario, il y a une petite baisse, puis en Alberta aussi. Il y a tellement d'hypothèses, on ne sait pas pourquoi exactement, mais clairement, de toute façon, comme je le dis, ça reste très élevé, puis c'est préoccupant, puis il faut agir. Puis c'est un problème de santé. C'est une police qui n'est pas assez là, c'est une question justement de réglementation. Ce qui fait qu'il y a de l'itinérance, des problèmes associés à de la consommation, parce qu'on pourrait parler de ça longtemps, là, c'est pas tout le monde qui a des problèmes, mais il y en a. Ce qui fait qu'il y a des nuisances, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont en marge de la société, c'est multifactoriel. Puis les solutions, c'est extrêmement varié, c'est multifactoriel. Il faut faire plusieurs choses. Il y a des choses qui vont être utiles à court terme, mais d'autres à beaucoup plus long terme. Mais il faut tout faire ça. Puis ça touche à la question des services de santé, services sociaux, leur accès, les services spécialisés, les fameux déterminants sociaux de santé. Mais pour ce qui est des surdoses, des nuisances publiques, là, on pourrait rentrer dans ce sujet-là. C'est sûr que ça prend plus de services spécialisés en réduction des méfaits, contrairement à ce qu'on dit, là. Et ça prend aussi des actions très concrètes pour
adresser en mauvais français les nuisances publiques. Comme par exemple, est-ce que tu penses au centre d'injection spécialisé comme la maison Benoît Labre qui a fait beaucoup parler, puis là il y a un projet de loi, le projet de loi 103 là, qui vise principalement à réglementer les sites de consommation supervisée afin de favoriser une cohabitation harmonieuse de la communauté. Avec la communauté, c'est toujours très long les titres de projet de loi, mais en gros là-dedans ce qu'on dit c'est que si on se fie à ce projet de loi, la maison Benoît Labre n'aurait pas vu le jour parce qu'elle était à 80 mètres d'une école, alors que le nouveau projet de loi dit c'est 150 mètres. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, voyons, 150. 80, 100, 150, 200 mètres, c'est pas ça qui va faire une différence? Non, effectivement, oui, je pense au projet de loi 103. Là, c'est quelque chose en ce moment là, dans le milieu des services en itinérance, des personnes concernées, qui est extrêmement... On est sous le choc. Là. Je dirais même qu'on n'est plus dans une crise, on est en guerre. Oui, je pense à la maison Benoît Labre, je pense à tous les services de consommation supervisée, mais ça s'applique aussi, ce projet de loi-là, éventuellement par voie réglementaire, aux services en itinérance aussi. Ça donne un pouvoir extrême au ministre qui peut changer les règles, le but, tout le temps, augmenter la lourdeur administrative, puis on parle tout le temps, il faut alléger la lourdeur administrative qui fragilise en fait des services qui ont besoin d'être là encore plus. Ça nuit évidemment à la santé des personnes. Il y a eu 45 000 injections, consommation supervisée au Canada depuis l'existence des services de consommation supervisée. Aucun décès, zéro. Ça améliore... Donc, c'est une bonne chose, tu dis, ces sites-là. Tout à fait, et je ne suis pas le seul à le dire. Là. C'est médicalement, scientifiquement bien documenté. Ça améliore la santé des personnes. Puis je le sais qu'on va aborder le sujet des nuisances publiques. Évidemment, c'est un problème, c'est un enjeu, puis on ne peut pas minimiser ça. Mais il y a des solutions, et c'est pas le projet de loi 103 qui est une solution, bien au contraire. Ce que ça dit, là, c'est que nul ne peut offrir des services de consommation supervisés dans un local situé hors d'une installation maintenue par Santé Québec qui n'est pas autorisée par le ministre en vertu de l'article 667.7. Oui, ça veut dire, dans le fond, vive l'instabilité. Là, pour des groupes communautaires, toujours devoir dépendre, ça peut changer. Ben là, faut demander, aux 4 ans, il faut redemander. Puis c'est des groupes qui n'ont pas cette capacité-là financière, puis même légale. On rend même responsable ces organisations-là des nuisances autour. Moi, ce qui me fascine, c'est que... Malheureusement, c'est ça, souvent, la politique, c'est qu'on met de l'avant des projets de loi, des lois qui répondent pas vraiment aux besoins, mais qui répondent à une opinion publique qui, parfois, est tout à fait légitime. Mais il faut réaliser là, que moi, si j'étais un riverain là, de la maison Benoît Labre, puis il faut dire aussi qu'il y a d'autres services comme le Bras, il y a plein d'autres centres de consommation supervisée où il n'y a aucun problème de cohabitation. Là. La maison Benoît Labre, on dirait que c'est un projet de loi pour ça, là, mais qui étend très, très largement. Je pense que c'est pour ça. Puis si j'étais riverain, moi, je demanderais, dans le fond, beaucoup de choses. Je demanderais plus de ces services-là, parce que c'est ça le problème. Puis c'est même pas le service de consommation supervisée à Benoît Labre qui posait problème, c'était le centre de jour, parce qu'il y en a très peu, donc ça concentre les gens. Plus il va y avoir de services, c'est ça le problème, il y en a pas assez. Plus il y en aurait, moins il va y avoir de concentration, d'agglomération autour de ces services. Sauf que pour les citoyens, tout ce que les citoyens voient, puis on va parler des nuisances, les gens voient juste ça comme une nuisance. Ils disent, comment ça fait qu'il y a autant de monde à terre, grabataire, drogué? Tu comprends? Ça nourrit ça, cette espèce de Tout à fait. d'opinion. Je comprends ça. Puis il y a des gens là-dedans qui sont ouverts, puis même pro-réduction des méfaits, parce que ce projet de loi-là désavoue la réduction des méfaits. Mais en Ontario, on a fermé récemment des services de consommation supervisés, justement le même genre de réglementation trop proche des écoles, centres de petite enfance. Il y avait un reportage la semaine dernière qui disait qu'il n'y a pas eu moins de nuisances. C'est ça qu'il faut réaliser. Là. En fait, ça réduit des fois les nuisances. En tout cas, ça ne les augmente pas s'il y en a plusieurs des services. Si on n'a pas de service de consommation supervisé, on va avoir une ville de consommation non supervisée. Souvent, on voit les choses à l'envers. On blâme la drogue pour tous ces problèmes-là, mais c'est la pauvreté, c'est le logement qui n'est pas accessible. C'est sûr que les gens, s'ils n'ont pas de logement, il y a une crise du logement. Les gens, ils n'ont pas de logement, mais ils consomment dans la rue. On fait quelque chose, d'après toi, en ce moment, pour essayer de freiner la crise du logement, quand tu regardes ça, là? Ah, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais... Pourquoi? C'est là qu'il faut aller. Oui, il faut aller là, mais pas juste là. Oui, avec des logements mobiles, c'est pour ça que le monde est dans la rue puis qui se drogue, non, en gros? Mais il y a des choses de base. Vraiment, je vais insister, là. Les gens qui vivent, les personnes en situation d'itinérance qui consomment, c'est des êtres humains. Ils ont des besoins humains. D'abord,
d'aller aux toilettes. Oui. Mais s'il n'y a pas de toilettes publiques, ben ils vont le faire en quelque part. Fait que déjà, très de base, plus de toilettes publiques. Ces gens-là vivent à la rue, là. Ils n'ont pas de maison, ils ont des effets personnels, ils se font voler, ça fait des guerres. On peut-tu faire des endroits de storage pour ces personnes-là? Il y a des exemples en Ontario, en Suisse aussi, où il y a des garderies puis des services de consommation adjacents, puis ça se passe bien parce qu'on a donné une valeur à ces personnes-là, on les a impliqués, on leur a parlé, on leur a donné un emploi. Il y a des projets comme ici, payés à la journée, on peut les impliquer. Quand on travaille ensemble, puis on se parle, puis on adresse les vrais problèmes concrets, on peut trouver des solutions. Et je le répète, c'est pas le projet de loi 103 la solution, c'est l'inverse de la solution. Puis j'ai pas le temps de rentrer dans comment ça menace l'ensemble des services communautaires autonomes parce que ça vient limiter l'autonomie du communautaire. Je l'ai lu. Oui. Et c'est écrit noir sur blanc. C'est ça. Faut tout que ça soit approuvé par Santé Québec. Puis on a une loi, la ça L4S, va paralyser les services communautaires, à mon avis. Tout à fait. Mais pourquoi on ne l'entend pas plus dire? Bien, j'espère qu'on va l'entendre en commission parlementaire, puis dans les mémoires qui vont être déposés. Je sais qu'il y a le RIOC, le RAPSIM et la TOMS à Montréal qui a déposé un mémoire qui parle de ces choses-là, des organismes. Mais oui, effectivement, il va falloir adresser ces problèmes-là d'une autre façon qu'avec ces lois-là. Puis on a une loi, la L4S, Services santé sociaux, qui dit à l'article 5 que toute personne, ça inclut évidemment les personnes qui vivent à la marge, dans la rue, ont le droit aux meilleurs services de santé, services sur le plan scientifique, social et humain. Et à mon avis, je ne suis pas juriste, mais ce projet de loi-là est même pas... va à l'encontre de ça. Ouais. Tu dis des choses aussi simples que mettre des toilettes. Hier, je revenais du spectacle du Cirque du Soleil, là, dans le Vieux-Port de Montréal, puis je suis rentrée par Ville-Marie. Écoute, on avait les vitres baissées parce qu'il faisait 22 degrés. Ça sentait l'urine à plein nez, là. Ouais. Tu te dis, ben voyons que ça sent la pisse de même à Montréal. Oui, effectivement, des choses de base qu'on n'est pas capable encore en 2025 de mettre en place. Comment ça se fait? Mais on dirait que... Mais on parle beaucoup, par exemple. Jean-Sébastien, il y a beaucoup de monde qui parle. Oui. On dirait qu'on fait pas... Il y a même un slogan des associations d'usagers de drogue qui dit they talk, we die. Vous parlez, puis on meurt. Ouais. Ah, ça, c'est un slogan qui court là, dans le milieu. Oui, il y en a d'autres. Pendant que les politiciens, puis que ceux qui sont supposés savoir font rien, les gens meurent. Oui. Il y a des gens qui vont mourir cet été, ça que tu dis, comme l'année dernière, comme on en revient aux surdoses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de prévenir un peu ça avant la saison chaude? Bien, à court terme, comme je l'ai dit, c'est difficile autrement que de soutenir le milieu communautaire qui fait un travail essentiel que l'État, des fois, fait pas. Plutôt que faire l'inverse. Là, on est en train... Puis ça a déjà commencé. Là. On a vu des pertes de financement dans le milieu de la réduction des méfaits. Puis il y a déjà des mises à pied, puis des projets qui tombent à l'eau. Pour moi, c'est... Ce que tu appelles la réduction des méfaits, là, explique aux gens un peu. La réduction des méfaits, c'est comme Nez Rouge. Nez Rouge se fout complètement de votre consommation d'alcool et même de drogue, puis vise seulement à éviter que vous conduisiez en état de capacité affaiblie. Puis c'est ça l'objectif. Puis c'est dans un continuum, parce que des fois, on oppose ça au traitement, puis là, on parle de traitement obligatoire. Là. Bon, on pourrait rentrer là-dedans. Le traitement, c'est nécessaire. Obligatoire, ça marche pas. C'est pas éthique, mais bon. Mais la réduction des méfaits, c'est pas la panacée, c'est pas tout, mais c'est absolument nécessaire dans le continuum des interventions et des services. C'est de dire, il y a du monde qui consomme. Un jour, ils arrêteront peut-être ou ils réduiront, là, mais ça ne disparaîtra jamais complètement, la consommation. On peut-tu faire des choses pour éviter des conséquences très, très concrètes, là, négatives, comme conduire avec les capacités affaiblies? Oui, c'est-à-dire qu'on veut éviter, par exemple, que des gens intoxiqués fassent des psychoses ou réagissent ou aillent s'attaquer à des gens. Parce que ce qu'on dit beaucoup, la population générale, regarde ça puis dit, ben oui, mais là, nous, on a un sentiment d'insécurité grandissant. Il y a effectivement des gens, moi, je connais des gens dont j'ai une amie, son père s'est fait attaquer dans le métro par un itinérant intoxiqué. Là, c'est ça. Qui l'a poussé, il est tombé, commotion cérébrale. Les gens voient ça. Les gens voient ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, puis on fait toujours ça, c'est qu'on attribue ça à la drogue, la personne. Mais dans le fond, il y aurait ça.
On enlève Benoît Larbe, là. Ouais. Il va en avoir encore. Là. Ouais. Il va avoir... C'est pas Benoît Larbe qui cause ça. C'est nos politiques socio-économiques, les déterminants sociaux qui sont affaiblis. C'est la crise de tout, le logement. On sort d'une pandémie aussi. Il y a une réalité... Puis je sais que c'est pas facile à changer du jour au lendemain. C'est pour ça qu'en attendant, on met des toilettes, on met des brigades, on fait des choses comme ça. Tu dis, on pense souvent que c'est la drogue. C'est quand même un peu la drogue, puis c'est aussi les vendeurs. Est-ce que, d'après toi, il y a assez de répression par rapport à ceux qui vendent ces drogues-là? Parce que, tu sais, je te parlais du petit Mathis, 15 ans, qui a mis la main, c'était par Internet, là, mais je veux dire, ce qu'on voit dans la rue, là, j'entendais parler de la cocaïne rose, il y a toutes sortes de nouvelles substances coupées avec d'autres affaires. Ça, c'est un autre sujet, là, mais qui est là, effectivement. La prohibition, y a-t-il assez de répression? Il y en a trop de répression, je veux dire. Ça marche pas, la répression. La répression, encore une fois, on fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Ça fait des décennies qu'on le dit que ça marche pas. Ça marche pas. Les dommages causés par les drogues sont surtout causés par la prohibition qui fait le marché toxique qu'on a, qui fait que qui nourrit le marché noir, puis le marché des revendeurs, puis des gangs de rue. Quand t'as pas gagné une guerre après 50, 60 ans, tu l'as perdu. On l'a perdu, la guerre à la drogue. On la gagnera jamais. Il faut changer d'approche. Puis ce qu'on voit, les nuisances, c'est aussi à cause de ça, là. Parce que le marché est beaucoup plus... produit des comportements beaucoup plus... c'est fort ce que tu viens de dire, là, Jean-Sébastien. Quand on connaît le sujet de près, là, c'est une évidence. On a perdu la guerre à la drogue. Oui. Fait qu'on... Puis là, on veut faire plus de répression. On va juste aggraver. Non seulement la répression n'est pas efficace dans l'atteinte de ses objectifs, mais elle aggrave la situation de plein de façons qu'on n'a pas le temps d'aborder. Oui, toi, tu es un partisan de la légalisation de toutes les drogues. Parce que tu dis ça couperait, dans le fond, ça couperait les jambes à tous ceux qui la revendent sur le marché noir, c'est ça? Le mot légalisation fait peur. Là, je pense pas de l'héroïne au dépanneur. Puis toutes les drogues, j'aurais pas dit ça avant, mais maintenant, on n'a presque pas le choix parce que les gens, on a créé un monstre. Les gens sont dépendants au fentanyl. Si on enlève, on légaliserait l'héroïne demain matin, ça ferait même pas l'affaire pour assouvir cette tolérance puis cette dépendance-là. Ce que je propose, puis je suis pas le seul, puis c'est de plus en plus mis de l'avant, c'est un encadrement par l'État avec des mesures, des règles, contrôles, puis des modèles qui peuvent être différents d'une substance à l'autre. Mais oui, on a le choix soit de laisser ça au crime organisé, aux multinationales ou à l'État. C'est ça le choix qu'on a, là. C'est là. Le choix est évident, l'État. Même malgré tous ces travers, ça reste encore mieux que les gangs de rue. Il n'y aura jamais rien de parfait. Jean-Sébastien Fallu, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant d'avoir l'heure juste là-dessus. Et on va espérer qu'il n'y ait pas trop de problèmes cet été, puis que les organismes communautaires puissent pouvoir faire leur travail comme il se doit. Jean-Sébastien Fallu, spécialiste en dépendance, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Restez là, tout le monde, après la pause de Service à l'automne.